Bonjour, toujours avec la partie électromagnétisme, je commence dans cette 30e vidéo le chapitre sur la magnétostatique. Je vais d'abord parler des différents types de distribution de courant puisqu'il est la source du champ magnétique. Je vais ensuite faire des rappels sur les deux méthodes de calcul du champ magnétique, la loi de Biot-Savart et le théorème d'Ampère. Je vous donnerai des exemples d'applications classiques, notamment le fil, le cylindre et le plan infini parcouru par des courants uniformes. Dans cette vidéo, on va continuer toujours avec l'électromagnétisme. Chapitre grand 4, courant électrique et rappel de magnétostatique. On va commencer par le courant électrique. On va considérer un conducteur cylindrique par exemple, qui est parcouru par un courant I, S étant la section de ce conducteur. On avait défini dans la dernière vidéo ce qu'on a noté N, la densité d'électrons mobiles. On avait vu que pour qu'un milieu soit conducteur, il faut qu'il contienne des électrons mobiles, c'est-à-dire des électrons qui peuvent bouger librement à l'intérieur du conducteur. On avait considéré que V noté comme ceci, c'est la vitesse moyenne de l'ensemble de ces électrons mobiles. Dans le cas où le conducteur est en équilibre électrostatique, la vitesse moyenne d'ensemble est nulle. Mais dans le cas où il est non nul, il y a un courant électrique qui traverse le conducteur. Il y a donc un lien direct entre la vitesse moyenne d'ensemble et le courant électrique I. Puisque chaque électron porte la charge moins E, on note ρm qui est égal à moins n fois E, la densité volumique de charge mobile. Attention, on ne considère dans cette densité volumique de charge que les charges mobiles, uniquement. On avait vu que la densité volumique de charge globale est nulle. Et on va voir par la suite qu'elle va rester nulle même s'il y a un courant électrique. On note J qui est égal à ρmV, la vitesse moyenne d'ensemble, qui est égal aussi à moins NE fois V. Ce vecteur J est appelé densité volumique du courant. Il va toujours dans le même sens que le courant I. Quelle relation existe-t-il entre J et le courant I? C'est que le courant I qui traverse la section S est égal directement au flux de J à travers cette section S. On peut donc écrire que I est égal à l'intégrale double sur la section S de J scalaire ds, avec ds normal à S et dans le même sens que le courant I. On a aussi J est égal à gamma E, c'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm locale. Elle est locale parce qu'elle s'applique en un point du conducteur. Le gamma, on l'avait vu la dernière fois, c'est ce qu'on avait appelé la conductivité électrique. On précise bien électrique parce que, comme on va le voir prochainement en thermodynamique, il existe aussi ce qu'on appelle la conductivité thermique du milieu. Le milieu est dit ohmique lorsqu'il satisfait la loi d'Ohm locale. On a aussi ce qu'on appelle la loi de Joule locale, qui exprime la puissance volumique cédée par effet Joule au milieu. C'est d de P sur d taux, c'est la puissance volumique, est égale à J scalaire E. On peut prouver cette expression-là en considérant un volume d taux du milieu conducteur qui porte la charge mobile qui est égale à ρm d taux. Ce milieu est parcouru par un courant électrique, donc il lui est appliqué un champ électrique. Puisqu'il y a des charges placées dans un champ électrique, ils subissent alors la force dF qui est égale à dQ portée par E, qui est égale aussi à ρm E de tout. Vous avez vu en mécanique que la puissance d'une force, c'est la force scalaire à la vitesse. Donc on a dP est égal à dF multiplié par la vitesse moyenne d'ensemble. On remplace dF par cette expression, on obtient alors ρm V scalaire E de tout. Or, on vient de voir que ρmV c'est J, c'est la densité volumique de courant, donc est égal à J scalaire E fois d taux. D'où la relation d de P divisé par d taux est égal à J scalaire E. On va voir l'exemple intéressant suivant, c'est celui d'un fil métallique de conductivité gamma, de longueur L et de section S. Voici le schéma de ce fil, sa section S. Les extrémités, on les a notées A et B. Il est de longueur L. On suppose qu'il est parcouru par un courant I
Donc il y a un champ électrique E appliqué par un générateur. Et on considère VA et VB les potentiels extrémités A et B. On considère que ce champ est uniforme en tout point de ce fil parce que le courant est le même en tout point. La différence de potentiel U qui est égale à VA moins VB est schématisée ici par cette flèche. C'est la circulation du champ électrique E du point A jusqu'au point B. Et puisque le E est uniforme, on obtient donc U est égal à E multiplié par la longueur L, puisque la somme des dl, c'est la longueur L du fil. D'autre part, le courant I, c'est le flux de J à travers une section S quelconque. J est dans le même sens que E, puisqu'on a ici J est égal à gamma E, et le gamma est toujours positif. Puisque le E est uniforme, donc J est lui aussi uniforme. Donc J est le même en tout point d'une section quelconque, ce qui fait que ce flux est égal à J multiplié par S, la section du fil. En utilisant la loi d'Ohm locale, on obtient alors I, c'est gamma fois E fois S. Vous connaissez aussi la loi d'Ohm intégrale U est égal à RI, avec R c'est la résistance du fil. Donc électriquement, ce fil est équivalent à une résistance R. On a donc d'après cette expression, R est égal U sur I, est égal donc EL sur gamma fois E fois S. En simplifiant le E, on obtient alors la résistance du fil qui est égale à L sur gamma S. Elle ne dépend que de la longueur du fil et de sa section et de la conductivité du milieu. D'après la loi de Joule locale, on a d de P sur d tau qui est égal à J scalaire E est égal aussi gamma E au carré en remplaçant J par gamma fois E. On peut aussi remplacer le E par J sur gamma et on obtient J carré sur gamma. Or, on a I est égal à J fois S. En remplaçant J dans cette expression, on obtient alors d de P est égal à I carré sur gamma fois S carré fois d tau. En intégrant sur tout le fil, puisque le I est le même en tout point du fil, on obtient alors P est égal à I carré sur gamma fois S carré multiplié par le volume du fil qui est égal à S fois L, puisque c'est un cylindre de longueur L et de base de section S. Or, L sur gamma S, c'est la résistance R du fil. On retrouve alors la loi de Joule intégrale qui exprime la puissance calorifique dégagée dans une résistance R parcourue par un courant I. Une remarque, le courant I est appelé courant filiforme, mais parfois, lorsque le courant volumique J est limité au voisinage d'une surface, par exemple cette surface-là, avec des lignes de courant comme ceci par exemple, un courant I qui est réparti sur la surface d'un conducteur, on parle alors de courant surfacique qui est noté JS. Ici, ce courant JS traverse cette longueur-là. Le courant élémentaire DI qui traverse un élément de longueur DL, c'est DI est égal à JS multiplié par cette longueur. Pour bien comprendre cette notion de courant surfacique JS, parce qu'on va l'utiliser par la suite, on va voir un exercice. C'est celui d'un courant I filiforme qui, lorsqu'il arrive au point S, sommet d'une sphère, il se répartit sur la surface de la sphère de rayon grand R. Donc il devient surfacique sur la sphère. On vous demande d'exprimer la densité surfacique de courant JS en un point M de la sphère. Attention, ce point M n'est pas à l'intérieur de la sphère, il est situé à la surface de la sphère, puisque la distance OM est égale au rayon de la sphère. Ce point M est repéré sur la sphère par l'angle θ que fait le segment OM avec l'axe OZ. On va donc utiliser ici les coordonnées sphériques. Alors, il est évident que les lignes de courant sont des demi-cercles reliant les deux sommets, parce que le courant filiforme, lorsqu'il arrive ici, il se répartit dans toutes les directions de la même manière. Donc, si on considère la ligne de courant qui passe par M, on voit bien que le JS, puisqu'il est tangent à la ligne de courant, il est donc perpendiculaire au segment OM, et il est donc porté par Eθ. Son module est le même en tout point du cercle passant par M et centré sur l'axe OZ, parce que tous les points de ce cercle sont situés à la même distance du sommet S. Ce cercle qui passe par M et d'axe OZ, il est bien centré sur l'axe OZ. Et son rayon, c'est grand R sinus θ. Voici son rayon. On a ici un angle droit. Et donc le rayon de ce cercle, c'est le côté opposé de θ. Et donc, ce rayon est égal à R sinus θ.
ce courant I va traverser tout ce cercle-là de la même manière. Pour faire le tour de ce cercle, c'est l'angle phi qui va changer de 0 à 2π. Et donc on aura I est égal à l'intégrale de 0 à 2π de JS multiplié par un élément de longueur du cercle qui est égal à R sinus θ multiplié par dφ. On peut faire sortir JS fois R sinus θ de l'intégrale et on obtient alors 2π fois R sinus θ fois JS. D'où finalement le vecteur JS au point M, c'est I sur 2πr sinus θ porté par Eθ. On passe maintenant à grand 2, calcul de champ magnétique. Et on va commencer par la première méthode de calcul, c'est la méthode directe, qui est la loi de Biot et Savart. On considère un courant filiforme, grand I. On veut calculer le champ créé par ce courant filiforme en un point M de l'espace. La loi de Biot et Savart dit que le champ magnétique B créé au point M, c'est μ0 sur 4π, l'intégrale sur le fil qui crée le champ magnétique, de IDL vectoriel UPM sur RPM carré, avec μ0 la perméabilité du vide qui est égale à 4π puissance moins 7 Henri mètre moins 1. Le RPM, c'est la distance entre le point P et le point M. Et le UPM, c'est le vecteur unitaire dirigé du point P vers le point M, et donc égal au vecteur PM sur le module de ce vecteur qui est la distance RPM. Le DL qui figure ici, c'est un élément du fil et toujours dirigé dans le sens du courant électrique. Alors sur cette figure, le DL et le UPM sont tous les deux situés dans le plan de la figure, donc leur produit vectoriel est perpendiculaire au plan de la figure et qui est dirigé dans le sens entrant. Donc le B va être dirigé dans le sens entrant, il est représenté ici par une croix. Notez que lorsqu'on calcule cette intégrale, c'est le point P qui décrit le fil. Par contre, le point M est un point qui est fixé, qui ne bouge pas au cours de cette intégration. Cette expression ne peut servir que pour un courant filiforme, mais plus généralement, l'expression du champ magnétique élémentaire créé au point M, c'est μ0 sur 4π dc vectoriel UPM sur RPM carré, avec dc appelé élément de courant, tel que pour le courant filiforme, c'est IDL comme on le voit ici. Par contre, pour un courant volumique, dc est égal à J de taux, donc l'intégrale va être une intégrale triple sur le volume occupé par la distribution du courant. Et enfin, pour un courant surfacique, le dc va être remplacé par JS ds. Donc l'intégrale va être une intégrale double sur la surface sur laquelle le courant surfacique est réparti. Je vous donne maintenant un exemple classique de calcul de champ magnétique en utilisant la loi de Biot et Savart. C'est le champ créé par un fil rectiligne infini. Voici le fil rectiligne infini parcouru par le courant I et un point M de l'espace. On va utiliser pour le calcul les coordonnées cylindriques parce qu'elles sont plus adaptées à ce système. L'axe OZ va être le fil lui-même qui est dirigé dans le sens du courant électrique. Le point O, origine de l'axe, c'est la projection du point M sur cet axe. Petit r, c'est la distance entre O et M, c'est-à-dire entre l'axe et le point M. ER, EZ sont les vecteurs unitaires et Eθ qui n'apparaît pas ici, c'est le troisième vecteur qui est perpendiculaire au plan de la figure qui est dirigé dans le sens entrant. Pour appliquer la loi de Biot et Savart, on aura besoin du point P qui va décrire le fil, le DL qui est dirigé dans le sens du courant, donc qui est confondu avec l'axe OZ. Petit z, c'est la distance entre le point O et le point P. La distance RPM entre P et M. Le UPM, le vecteur unitaire dirigé du point P vers le point M. Et enfin, on aura besoin de alpha, l'angle que fait OM avec MP. On remarque que le vecteur UPM est situé dans le même plan que ER et EZ. Donc on peut l'exprimer en fonction de ER et de EZ. Entre UPM et ER, on a l'angle alpha. Donc sa projection c'est cos alpha ER. Par contre, sa projection sur EZ, c'est dans le sens opposé, donc moins sinus alpha EZ. Donc l'expression de UPM c'est cos alpha ER moins sinus alpha EZ. On aura besoin aussi de DL qui est porté par l'axe OZ, donc ça va être tout simplement DZ porté par EZ.
ce qui fait que le produit vectoriel dl vectoriel UPM qui apparaît dans l'expression de la loi de Biot-Savart, il ne va rester que EZ vectoriel ER qui est égal à Eθ. Donc on aura cos alpha Eθ puisque le EZ vectoriel EZ est égal à 0. Et donc on aura dl vectoriel UPM, c'est dz cos alpha porté par Eθ. Ce qui fait que l'expression de la loi de Biot-Savart, mu0 i sur 4pi dl vectoriel UPM sur RPM carré va être égal à mu0 i sur 4pi dz cos alpha porté par Eθ sur RPM carré. On doit maintenant intégrer cette expression-là, mais au cours de cette intégration, c'est le point P qui va décrire le fil de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et au cours de cette intégration, on a plusieurs variables. Le RPM qui va changer, le UPM qui change de direction, le alpha qui est une variable aussi. Lors de cette intégration, le point M est fixé, donc le Eθ va rester inchangé. On ne doit laisser qu'une seule variable dans cette expression. Pour cela, on va écrire le cosinus alpha d'après ce triangle rectangle qui va être égal à petit r sur RPM, ce qui fait que le RPM va être égal à R sur cos alpha. Donc en remplaçant le RPM au carré ici, on va avoir un R carré au dénominateur et un cosinus au cube alpha au numérateur. On doit maintenant exprimer le dz. Pour cela, on doit utiliser la tangente de alpha qui va être égale à z sur petit r d'après ce schéma-là, puisque le côté opposé de alpha c'est z et le côté adjacent c'est petit r. Le petit r va rester constant au cours de l'intégration puisque le point M est fixé, ce qui fait qu'en dérivant, on obtient dz est égal à petit r multiplié par la dérivée de tangente alpha qui est égale à 1 sur cos carré alpha, donc multiplié par d alpha. Et en remplaçant le dz dans cette expression, un cos carré va se simplifier, il ne va rester qu'un seul cosinus au numérateur. Et un r va se simplifier avec le r carré qui était là, et il ne va rester alors que mu0 i sur 4pi r, l'intégrale de cosinus alpha, d alpha, le tout porté par Eθ. Pour les bornes, puisque le point P doit suivre le sens du courant I, donc il doit se déplacer de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Lorsque le point P arrive à plus l'infini, le segment PM devient parallèle à l'axe OZ. Donc le alpha va tendre vers pi sur 2. Et de même, lorsque le point P est à moins l'infini, le segment PM va être parallèle à l'axe OZ. Donc les bornes de alpha doivent aller de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2. La primitive du cosinus alpha, c'est sinus alpha. Le sinus de pi sur 2, c'est 1, et le sinus de moins pi sur 2, c'est moins 1. Donc cette intégrale va être égale à 2. Et comme ça, on obtient l'expression de B de M, qui est égale à mu0 i sur 2pi r porté par Eθ. Voilà donc finalement l'expression de B de M, champ magnétique créé par un fil rectiligne infini parcouru par le courant I. On va maintenant chercher les lignes de champ de ce champ magnétique B de M. Puisque le champ magnétique est porté par Eθ, il est évident que les lignes de champ sont des cercles d'axe OZ. Mais on va les chercher en utilisant l'équation des lignes de champ. C'est cette équation-là. Le dm, c'est-à-dire un déplacement élémentaire sur une ligne de champ, vectoriel, le champ magnétique, est égal au vecteur nul parce que le champ magnétique étant tangent à la ligne de champ, donc il est parallèle à dm. Et donc le produit vectoriel doit être nul. Or, en coordonnées cylindriques, un déplacement élémentaire a comme composante dr, r dθ et dz. Et le champ magnétique, puisqu'il est ici porté par Eθ, il n'a qu'une seule composante suivant Eθ, qu'on va noter B, les deux autres composantes étant nulles. Pour calculer ce produit vectoriel, on doit d'abord annuler la première ligne et calculer le déterminant, ici, donc r dθ fois 0, moins dz fois B. On obtient donc comme première composante, moins B dz. Si on barre la deuxième ligne, il va rester 0, 0, donc le déterminant va être égal à 0. Enfin, pour calculer la dernière composante, on doit balayer la dernière ligne et on calcule le déterminant dr fois b moins 0 fois r dθ. On obtient donc b fois dr comme troisième composante. Alors, ce produit vectoriel doit être égal à 0. Et puisque b est différent de 0, on obtient donc dz égale à 0 et dr égale à 0. D'où alors z égale constante et r égale constante. Z égale constante, ça veut dire que les lignes de champ sont situées dans un plan
normal au fil et R égale constante sont des cercles. Les lignes de champ sont donc des cercles d'axe OZ. Et on peut les schématiser comme ceci. Les lignes de champ sont donc des cercles centrés sur le fil et contenus dans un plan normal au fil. On passe maintenant à la deuxième façon pour calculer le champ magnétique, c'est le théorème d'Ampère. C'est l'équivalent du théorème de Gauss en électrostatique. On va considérer qu'on a une distribution de courants, par exemple ici 4 courants, I1, I2, I3, I4. Pour le théorème d'Ampère, on choisit un contour qu'on note C, c'est un contour fermé qu'on a choisi, par exemple comme ça, c'est un contour imaginaire. Le théorème d'Ampère dit alors que la circulation de B le long de ce contour fermé C est égale à mu0 IE. Avec IE, c'est le courant enlacé, c'est-à-dire le courant entouré par ce contour fermé. Ici, par exemple, le courant I3 n'est pas enlacé par le contour C. Le courant I4 est enlacé 2 fois. Une autre façon pour connaître le courant enlacé, on imagine par exemple une surface qui s'appuie sur le contour C. Les courants qui traversent cette surface sont enlacés. Le courant qui ne traverse pas cette surface n'est pas enlacé. Pour le signe du courant enlacé, il peut le traverser dans le sens positif ou dans le sens négatif, selon le sens de l'orientation qu'on a choisi pour le contour C. Comment trouver le signe positif ou négatif pour le courant enlacé? On utilise la main droite. Comme on l'avait vu lorsqu'on a parlé du théorème de Stokes, on place la main droite de telle sorte que l'index de cette main indique le sens, l'orientation. Le pouce de la main indique alors le sens positif. On remarque alors que le courant I1 va dans le sens positif, donc il va être compté positivement. Par contre, le courant I2 va être compté négativement. Le courant I4 va dans le sens positif lui aussi. Et de ce fait, le courant IE enlacé par ce contour, dans le cas de cet exemple ici, c'est I1 moins I2 plus 2 fois I4. L'orientation du contour C est choisie de façon arbitraire. Si par exemple on inverse le sens de cette orientation, le signe de IE va bien sûr changer et le sens de DL lui aussi. Le DL toujours va dans le sens de l'orientation lui aussi. Donc si on change le sens de cette orientation, le signe de IE va changer et le signe de la circulation lui aussi va changer. C'est comme si on a multiplié par moins 1 des deux côtés et donc le résultat ne va pas changer. Notez que le contour C est choisi toujours de telle sorte que B soit parallèle à DL ou bien B soit perpendiculaire à DL. Et ceci c'est uniquement pour faciliter le calcul de la circulation. Alors donc pour faire ce choix du contour C, il faut donc connaître au préalable la direction du champ magnétique B. C'est pour cela qu'on utilise les propriétés de symétrie de B, que je vais vous donner rapidement. La première chose, c'est que B est antisymétrique par rapport au plan de symétrie de la distribution du courant. Antisymétrique, ça veut dire que c'est l'opposé du symétrique. Deuxième propriété, c'est que B est symétrique par rapport au plan d'antisymétrie. Troisième propriété, c'est que B est normal au plan de symétrie pour les points de ce plan. C'est tout simplement parce que pour les points de ce plan de symétrie, d'après la première propriété, le champ magnétique doit être confondu avec le posé de son symétrique. Donc il doit être normal au plan de symétrie pour les points de ce plan. Et finalement, B doit être contenu dans le plan d'antisymétrie pour les points de ce plan, parce qu'il doit être confondu avec son symétrique. On va faire une première application rapide de ce théorème d'Ampère. C'est le cas du fil rectiligne infini. On vient de calculer le champ pour ce fil rectiligne infini avec un calcul direct. On va refaire ce calcul en utilisant le théorème d'Ampère. On doit d'abord chercher la direction du champ magnétique B en utilisant les propriétés de symétrie. Le plan M, ER, EZ. On utilise donc les coordonnées cylindriques d'axe OZ qui est le fil lui-même dirigé dans le sens du courant I. Le plan qui passe par M et qui contient le fil, c'est le plan qui passe par M et qui contient les vecteurs unitaires ER et EZ. Et c'est un plan de symétrie parce que pour le fil, chaque point est le symétrique de lui-même. Le champ en M doit être perpendiculaire à ce plan-là
Il est donc porté par le troisième vecteur qui n'est pas là, c'est-à-dire Eθ. Et donc B est porté par Eθ. Pour les invariances, la distribution est invariante par translation selon l'axe OZ, parce que si on translate un peu le fil vers le haut ou bien vers le bas, suivant l'axe OZ, rien ne change pour le point M, parce que le fil est infini. Et la même chose, la distribution est invariante par rotation par rapport à l'axe OZ. Et donc le champ magnétique ne va dépendre ni de Z ni de θ. Ce qui fait que B de M doit être égal à une fonction de R portée par Eθ. On utilise donc comme contour fermé un cercle d'axe OZ et de rayon R. L'axe OZ, ça veut dire qu'il est contenu dans un plan perpendiculaire à l'axe OZ et que l'axe OZ passe par le centre du cercle. De ce fait, le dl, qui est un petit arc de cercle sur le cercle, est dirigé dans le sens de cette orientation. Il est donc égal à petit r dθ. Et il est porté par Eθ. Il est donc parallèle au champ magnétique B. On a donc la circulation de BdL le long du contour C. C'est l'intégrale de 0 à 2π de B de R multiplié par R dθ, puisqu'ils sont parallèles, le Eθ, scalaire Eθ est égal à 1. Et puisqu'on se déplace sur le cercle, le R reste constant. Et donc B de R multiplié par R est une constante au cours de cette intégration. On peut la faire sortir. L'intégrale de 0 à 2π de dθ va donner 2π et on obtient alors 2πr fois B de R. Pour le courant enlacé, on a IE est égal à I tout simplement, parce qu'il y a seulement le courant I qui traverse le contour C dans le sens positif. Et par conséquent, en appliquant le théorème d'Ampère, on obtient B de M est égal à mu0 I sur 2πr porté par Eθ. Et c'est le même résultat qu'on a trouvé par calcul direct. On va faire une deuxième application. On va considérer un cylindre infini parcouru par J, un courant volumique, qui est porté par EZ, avec OZ c'est l'axe du cylindre, et qu'il est uniforme. La même chose comme on l'avait fait pour le fil, le plan qui passe par M et qui contient l'axe OZ est un plan de symétrie. Le champ magnétique B de M doit être normal à ce plan. Il est donc porté par Eθ, comme on vient de le voir pour le fil. De même ici, la distribution est invariante par translation selon OZ et par rotation selon OZ aussi. Donc, le champ magnétique ne dépend ni de Z ni de θ. Il ne dépend que de R. Et on a alors, comme pour le fil, B de M est égal B de R porté par Eθ. On choisit alors comme contour C un cercle d'axe OZ et de rayon R. Voici le contour qui est contenu dans un plan perpendiculaire à l'axe OZ et qui est de rayon R. On a donc dl est égal petit r dθ Eθ. Il est donc parallèle à B, puisqu'il lui aussi est porté par Eθ. Et on obtient donc comme circulation, comme on vient de le faire avec le fil, 2πr B de R. Ce qui va changer ici, c'est le courant enlacé. On a deux situations. Lorsque petit r est inférieur à grand R, c'est-à-dire que le contour C est situé à l'intérieur du cylindre, l'axe OZ ici est perpendiculaire au plan de la figure. Le courant enlacé, c'est le courant qui traverse la surface qui est placée sur le contour C. Il est donc égal au flux de J, et puisque J est uniforme, donc c'est J multiplié par la surface de ce contour C, qui est pi r carré. En appliquant alors le théorème d'Ampère, la circulation de pi r B de R doit être égale à mu0 fois I enlacé, pi r carré fois J. On simplifie par le pi et par le petit r avec le carré ici, et on obtient B de R est égal à 1 demi mu0 J fois petit r. Maintenant, pour R supérieur ou égal à grand R, c'est-à-dire que le contour C est situé à l'extérieur du cylindre, avec un rayon petit r supérieur à grand R. Le courant enlacé maintenant va concerner uniquement la surface du cylindre, parce que c'est seul le cylindre qui est parcouru par le courant J. Donc est égal à pi grand R carré fois J. En appliquant le théorème d'Ampère, la même circulation de pi r B de R va être égale à mu0 fois pi grand R carré fois J. Le pi se simplifie, mais le petit r ne va pas être simplifié. On obtient donc B de R est égal à 1 demi mu0 J fois R carré sur petit r. On peut tracer la fonction B de R en fonction de petit r.
Donc pour R inférieur à grand R, on a une fonction affine qui passe par 0, une constante 1 demi mu 0 j multipliée par R. Et pour petit r supérieur à grand R, on a une fonction de la forme une constante sur R, donc qui va tendre vers 0 lorsque R tend vers l'infini. On remarque que pour les deux fonctions, pour petit r est égal à grand R, on obtient le même résultat, 1 demi mu 0 j fois grand R. Et on a donc, la première remarque, c'est que B est continu en petit r est égal à grand R. C'est toujours le cas pour les distributions volumiques. Donc pour les distributions volumiques de courant, on a toujours continuité du champ magnétique B. Deuxième remarque, si on note grand I le courant qui parcourt le cylindre dans le sens de l'axe OZ, on a grand I est égal à pi grand R carré fois J, et donc pour petit r supérieur à grand R, le champ magnétique va être égal, en multipliant par pi ici, en haut et en bas, on obtient mu 0 I fois 2 pi R porté par Eθ. C'est le même résultat qu'on avait obtenu pour un fil infini. Donc pour les points situés à l'extérieur du cylindre, celui-ci agit comme un fil infini parcouru par le courant I. Remarquez par exemple que pour les fils infinis, lorsque R tend vers 0, le champ magnétique tend vers l'infini. Alors ce problème se pose parce que le fil est un modèle mathématique qui n'existe pas. Normalement, un fil, en réalité, c'est un cylindre. Pour calculer le champ lorsque R tend vers 0, on ne doit pas utiliser cette formule-là. On doit utiliser le modèle du cylindre, comme on vient de le faire ici. Donc le champ à l'intérieur du fil, c'est cette forme-là. Et on remarque que lorsque R tend vers 0, le champ magnétique est nul. Il n'y a donc pas de problème lorsque R tend vers 0. On passe maintenant au dernier paragraphe petit 3, discontinuité de B à la traversée d'une nappe de courant. On va commencer par calculer le champ créé par une nappe plane infinie de courant JS uniforme. Voici le plan infini parcouru par le courant JS uniforme. On va utiliser les coordonnées cartésiennes en choisissant l'axe OX comme axe parallèle à JS. Comme ça, on aura JS est égal à JS porté par EX. L'axe OZ va être perpendiculaire au plan de la nappe. Le plan X, OY, c'est le plan de la nappe de courant plane. On veut calculer le champ magnétique en un point M quelconque de l'espace. On va appliquer le torrent d'Ampère et on va donc commencer par chercher la direction du champ magnétique B. Il suffit pour cela de trouver un plan de symétrie. Alors il est clair que le plan M, EX, EZ, c'est-à-dire le plan qui passe par M et qui est parallèle au plan OXZ, est un plan de symétrie pour la distribution du courant JS. On peut voir ceci en plaçant l'œil de telle sorte que l'axe X pointe vers cet œil. Donc l'axe X, on va le voir comme un point. L'axe Y est dirigé vers la droite et l'axe OZ est dirigé verticalement vers le haut. Le point M, on le voit ici par exemple. Le plan MEXEZ, c'est ce plan-là. On le voit comme un segment. Et si on prend deux points symétriques, on trouve le même vecteur JS. C'est donc un plan de symétrie. Le champ magnétique étant perpendiculaire à ce plan, il est donc porté par EY. C'est-à-dire qu'il va être parallèle à EY, soit dans le même sens, soit dans le sens opposé. Pour trouver le sens, on peut là aussi utiliser la main droite. On la place de telle sorte que l'index est dirigé dans le sens de J ou bien de JS, parce que cette méthode est valable pour n'importe quel courant. La paume de la main qui est dirigée vers le point M, le champ magnétique est alors indiqué par le pouce. Il est donc dirigé dans le sens opposé de l'axe OY. La distribution est invariante par translation selon OX et selon OY, puisque la nappe est considérée comme étant infinie. Et donc, le champ magnétique ne va dépendre ni de X ni de Y. Il ne va dépendre que de Z. Et on aura alors B de M est égal à une fonction de Z, B de Z, portée par Y. Autre chose, c'est que le plan de la nappe elle-même est un plan de symétrie, puisque chaque point est le symétrique de lui-même. On peut le voir ici. Si on considère alors deux points M et M' symétriques par rapport à ce plan, le champ doit être antisymétrique. Comme on vient de le voir en utilisant la main droite,
le champ B de M est dirigé dans le sens opposé de l'axe Y. Donc pour le point M', il doit être dirigé dans le même sens que l'axe Y. Donc la fonction B de Z doit être une fonction impaire. On a donc B de moins Z est égal à moins B de Z. On peut maintenant choisir le contour C. On doit choisir un rectangle, par exemple ACDE, tel que AE est égal à CD, qu'on note petit l, parce qu'on va l'utiliser par la suite. Et ce contour, on l'oriente dans ce sens, par exemple. Pourquoi on a fait ce choix? Parce que sur les côtés AE et CD, le DL est parallèle au champ magnétique B. Par contre, sur les côtés AC et DE, le B est perpendiculaire à DL. Et donc, on a bien satisfait les critères de choix du contour C. Donc, la circulation sur les côtés AC et DE va être nulle. Il ne va rester que la circulation sur les deux côtés AE et CD. Et dans les deux cas, on a B qui est parallèle et de même sens que DL. Et par conséquent, la circulation sur le contour C va être égale à 2 fois L fois B. On a le même B sur les deux côtés parce que les points M et M' sont symétriques. Pour le IE maintenant, puisqu'on a un courant JS, donc on va avoir JS multiplié par L parce que seul ce segment de longueur L est enlacé par le contour C. Et c'est dans le sens positif, parce que d'après cette orientation, le sens positif, c'est le sens sortant, qui est parallèle et de même sens que JS. Et donc, par conséquent, le IE, c'est bien JS fois L. Donc, d'après le théorème d'Ampère, on a la circulation de L fois B est égale à mu0 fois I enlacé, JS fois L. En simplifiant le L, on obtient alors B est égal à 1 demi mu0 fois JS. On conclut alors que le champ magnétique B est égal à moins 1 demi mu0 JS fois EY pour Z positif, donc pour les points qui sont situés au-dessus du plan. Par contre, pour les points situés en dessous, c'est-à-dire pour Z négatif, on a B est égal à 1 demi mu0 JS porté par EY puisqu'il va dans le même sens que l'axe EY. On peut schématiser ce champ B en fonction de Z. Donc pour les Z positifs, c'est moins 1 demi mu0 JS. Et pour les Z négatifs, on a 1 demi mu0 JS. On remarque qu'on a bien une discontinuité en Z égale à 0. On peut exprimer cette discontinuité en écrivant B de 0 plus moins B de 0 moins, c'est-à-dire moins 1 demi mu0 JS Y, moins 1 demi mu0 JS porté par Y, c'est moins mu0 JS porté par Y. On peut l'écrire sous forme d'un produit vectoriel en utilisant le vecteur JS, c'est mu0 JS vectoriel EZ. Parce que JS est porté par EX et EX vectoriel EZ, c'est moins EY. On va maintenant généraliser cette propriété intéressante pour le champ magnétique B, c'est la discontinuité à la traversée d'une nappe de courant. On va donc considérer une distribution surfacique de courant JS qui sépare l'espace en deux demi-espaces 1 et 2. Pour un point M quelconque de cette surface, on va noter N12, le vecteur unitaire perpendiculaire à cette surface et qui est dirigé de 1 vers 2. Comme ça, on aura B2 de M moins B1 de M est égal à mu0 JS vectoriel L12 de M. On note ici B2, c'est le champ magnétique au point M, mais du côté du milieu 2. Et B1 de M, c'est le champ magnétique en M, mais du côté du milieu 1. Alors pour un champ magnétique B quelconque au voisinage de cette surface, on peut le décomposer en deux composantes. Une composante normale qui est parallèle à N12 et une composante tangentielle qui est normale à N12. On peut donc écrire B1 qui est égal à B1N plus B2N vectoriellement. Et B2, c'est la somme de B2N plus B2T. Ici, on a un produit vectoriel de JS avec N12. Et vous savez que d'après les propriétés du produit vectoriel, le résultat d'un produit vectoriel, c'est un vecteur qui est normal à ces deux vecteurs-là. Et donc, le résultat de ce produit vectoriel est normal à N12. Ce qui fait que si on fait le produit scalaire avec N12, on va trouver 0. On aura donc
B2 scalaire N12 moins B1 scalaire N12 est égal 0. Or, le produit scalaire B2 scalaire N12 est égal uniquement B2N, puisque B2T est perpendiculaire à N12. Et de même, B1 scalaire N12, elle va être égale à B1N, puisque B1T est perpendiculaire à N12. On a donc B2N est égal à B1N. On a donc continuité de la composante normale de B. Donc seule la composante tangentielle qui subit la discontinuité. On peut donc réécrire cette expression-là en simplifiant le B1N avec le B2N. Il ne reste alors que B2T moins B1T qui est égal à mu 0 JS vectoriel N12. Donc seule la composante tangentielle qui subit la discontinuité lors de la traversée d'une distribution surfacique de courant. On va finir avec une remarque importante. Pour la distribution surfacique précédente, on vient de voir que le champ magnétique créé subit une discontinuité en Z égale 0. C'est-à-dire que en Z égale à 0 plus, on a moins 1 demi mu 0 JS, et pour Z égale à 0 moins, 1 demi mu 0 JS. Mais pour Z égale à 0, le champ n'est pas défini. Donc pour le courant JS, B n'est pas défini en Z égale à 0. Ce problème existe parce que le courant surfacique JS n'est qu'un modèle mathématique. C'est comme pour le problème pour le fil infini lorsque R tend vers 0. Alors pour résoudre ce problème, je vais vous proposer l'exercice suivant. On va considérer une nappe d'épaisseur E parcourue par le courant volumique J uniforme. Voici la nappe. Cette nappe est d'épaisseur E, c'est-à-dire que le courant volumique J n'existe que entre le plan Z est égal à E sur 2 et Z est égal à moins E sur 2. Là aussi, le courant J va dans le sens de l'axe OX et la nappe est infinie dans le sens de l'axe OY et dans le sens de l'axe OX. On vous demande de montrer que le graphe de B de Z est le suivant. Pour Z supérieur à E sur 2, le champ c'est moins 1 demi E fois mu 0 fois J. Pour Z inférieur à moins E sur 2, c'est 1 demi E mu 0 fois J. Pour la zone entre E sur 2 et moins E sur 2, le champ décroît de façon linéaire en passant par 0 pour Z égale à 0. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque E tend vers 0? Alors, lorsque le E tend vers 0, ces deux plans sont très proches l'un de l'autre et le courant devient surfacique. Donc dans ce cas, lorsque E tend vers 0, on va avoir équivalence entre cette distribution volumique et la distribution surfacique. Pour trouver la relation qui relie JS et J et E, on peut utiliser un élément de longueur dy et calculer le courant qui traverse dans les deux cas. Pour la distribution volumique, le courant dy va être égal à J multiplié par la surface de ce rectangle-là, c'est-à-dire E multiplié par dy. Par contre, pour la distribution surfacique, le courant qui traverse dy, c'est simplement dy multiplié par JS. Et puisqu'on a équivalence entre les deux distributions, on va faire l'égalité entre les deux di, puisqu'ils sont équivalents. En simplifiant le dy, on obtient alors JS est égal à J fois E. Et remarquez alors que lorsque E tend vers 0, cette courbe va tendre vers celle-ci. Et si on remplace J multiplié par E par JS, on tombe sur le même résultat. Donc on obtient la même courbe. On retrouve alors les résultats de la nappe surfacique avec JS est égal à J fois E. On conclut alors que le courant JS, c'est un modèle mathématique qui n'existe pas dans la réalité. Donc dans la réalité, c'est un courant volumique sur une épaisseur très faible. Le problème de la discontinuité est alors résolu. Normalement, cette courbe n'est pas vraiment verticale, elle est un peu inclinée sur l'épaisseur E de la nappe. Et donc on a, en Z égale à 0, le champ magnétique est nul. D'ailleurs, on peut montrer que le champ magnétique est effectivement nul en utilisant uniquement les propriétés de symétrie. D'après ce qu'on vient de faire, si on considère un plan perpendiculaire à l'axe Y, c'est un plan de symétrie. Pour tous les points de ce plan, le champ va être porté par Y. Mais si on considère maintenant le plan de la distribution elle-même, c'est-à-dire le plan X ou Y, lui aussi c'est un plan de symétrie,
Et pour les points de ce plan, le champ magnétique doit être alors perpendiculaire et donc il est parallèle à l'axe OZ. Or, le champ ne peut pas être en même temps parallèle à l'axe OY et en même temps parallèle à l'axe OZ. Ça ne peut être vrai que pour le vecteur nul. Donc, le champ magnétique pour les points de la distribution de courant, le champ doit être alors nul. Avec cette remarque, c'est la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de faire un like, de partager et de commenter. Merci de votre attention et à la prochaine.